Cinquième commandement. Au-dessus de l'amour sexuel, nous trouvons l'amour curiosité, qui est à peu près, je crois, ce que Stendhal appelle l'amour-goût, mais qui va plus loin, et plus compréhensif. L'amour curiosité est l'amour sans idée de procréation, sans idée de constance, mais avec un désir de posséder plus que le corps. Nietzsche, qui n'a presque jamais considéré l'amour que comme désir de possession, mais qui l'a étudié comme désir de possession d'une façon très pénétrante, montre bien cette succession de degrés. Un homme modeste dans ses ambitions se satisfera dans la possession du corps d'une femme et de la jouissance sexuelle, signe suffisant, pour lui, qu'il la possède en propre. Un autre, dans son désir plus méfiant et plus exigeant, voit ce qu'une telle propriété a d'incertain et d'illusoire et exige des preuves plus subtiles. Il veut avant tout savoir non seulement si la femme se donne à lui, mais aussi si elle renonce en sa faveur à ce qu'elle a ou à ce qu'elle aimerait avoir, et c'est de cette façon seulement qu'elle lui semble posséder. C'est entre ces deux hommes, pour ne pas aller plus loin, que se place l'homme qui aime par curiosité, c'est-à-dire l'homme, et j'en dirai autant de la femme, le plus répandu parmi les amoureux, le type moyen. L'homme qui aime par curiosité désire plus que le corps, mais il n'exige pas le sacrifice. Il désire être aimé d'une personne qui lui donnera la satisfaction de la découverte, du spectacle de sentiments, de caractères, traits qui sont totalement ou partiellement inconnus de lui. Cela est instinctif, il ne s'en rend pas compte. Mais cela est parfaitement, comme je crois que la suite le montrera. Cet instinct de curiosité n'est pas autre chose qu'une forme du désir de la possession. On ne désire pas connaître chez un autre ce que l'on a en soi, parce qu'on le connaît et qu'on le possède. On désire connaître chez un autre ce que l'on n'a pas en soi, parce que la connaissance est une sorte de possession et la découverte une acquisition. Un explorateur est avant tout un homme qui agrandit le domaine de sa connaissance. Toute découverte est une conquête. Mais aussi le désir de connaître est un désir d'être possédé. L'homme qui aime par curiosité est un homme qui veut connaître et qui veut être connu. La réciprocité est parfaite. Il se dit « Je la connaîtrai, j'entrerai dans les mystères de sa nature, je pénétrerai une personnalité étrangère à moi, et elle me connaîtra. J'aurai plaisir à être connu d'elle, à voir ses surprises devant ma force, devant ma science, devant mon esprit, à voir les progrès qu'elle fera dans la connaissance de moi. » Désir de connaître, forme du désir de posséder, désir d'être connu, forme du désir d'être possédé, voilà l'amour-curiosité. La curiosité est à la base même de l'amour, pour cette raison. Elle existe même, grossière et sourde, très forte du reste, dans l'amour physique. Le désir de connaître intimement la différence des sexes a une grande part dans les premières démarches de cet amour élémentaire. Mais elle est l'élément essentiel de l'amour moyen. On connaît la théorie admirable de Schopenhauer sur la loi des contrastes en amour. En amour, les contraires s'attirent et se recherchent. L'homme petit aime la femme grande, le brun aime la blonde, le sanguin aime la lymphatique, le timide aime la décisive. Le gaucher simple aime la coquette, l'intellectuel aime la sotte, l'ignorant aime la savante, Alceste aime Célimène, et toutes les converses sont vraies. Le fait, sauf exception, est exact. Quelle en est la raison ? La raison pour Schopenhauer, c'est la volonté du génie de l'espèce, qui, compensant ainsi les qualités et défauts les uns par les autres, ramène l'espèce à une moyenne constante qui est évidemment son vœu. Car si les géants recherchaient les géants et les nains, il n'y aurait deux races et deux races d'anormaux et dégénérés. Et de même, si les intelligents recherchaient les intelligents et les sots, les imbéciles, il y aurait deux races, une race de surhommes et une race de sous-hommes, et toutes deux anormales et très vite, l'une aussi bien que l'autre dégénérescente. Voilà en ligne générale la théorie de Schopenhauer. Je n'aime pas l'intervention des causes finales et le génie de l'espèce est un peu trop mythologique pour moi. Je reconnais, comme si souvent quand il est question de cause finale, je reconnais absolument, et c'est pourquoi je traite la théorie de Schopenhauer d'admirable, que tout se passe comme si
un génie de l'espèce intervenait avec le dessin ci-dessus. Mais je n'ai pas besoin de ce dessin pour expliquer les choses. L'instinct de curiosité me suffit. L'homme petit aime la femme grande, etc., parce que la femme différente de lui représente pour lui un inconnu à connaître. Le contraire est attractif parce qu'il est le différent, et le différent attire parce qu'il est l'inconnu, et il ne me semble pas qu'il y ait autre chose. Et ici, il y a une antinomie. Le différent attire parce qu'il excite la curiosité, mais aussi différence engendre haine. Les deux sont vrais, et là est précisément l'explication de la haine que contient l'amour, phénomène si souvent observé. On aime par curiosité, donc on aime le différent, mais le différent engendre haine dès que la curiosité est satisfaite. Ce qui fait qu'on se hait en même temps qu'on s'aime encore, et ce qui fait qu'on finit par seulement se haïr, et d'autant plus qu'on sait aimer. C'est l'explication de tant de mots célèbres sur la haine mêlée à l'amour. Du Odi et amo de Catulle, du Il vaut mieux commencer que finir par ne pas s'aimer de Madame de Staël, du Si l'on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié de la Rochefoucauld, du Plus on aime une maîtresse et plus on est près de la haïr du même, du On n'a souvent pas d'autre raison de ne s'aimer plus que de s'être trop aimé de la Bruyère. C'est encore le rôle de la curiosité dans l'amour qui explique le mieux le phénomène de la déception. La déception tient sans doute à la puissance de l'imagination qui nous a représenté le bonheur là où il ne pouvait y avoir que le plaisir ou le bien-être. Elle tient, selon Schopenhauer, à un artifice du grand trompeur qui, sitôt son dessein accompli, à savoir la perpétuité de la race, laisse l'individu indifférent et blasé, le génie de l'espèce ne se souciant que de la race et nullement des individus. Elle tient surtout, selon moi, à la curiosité satisfaite et qui n'a plus où se prendre. Et depuis bien longtemps nous nous sommes tout dit, comme parle Sosie. E l'amore è fatto come una nocella che se non la rompi non la puoi gustare. L'amour est comme une noisette qu'on ne peut goûter sans la rompre. La curiosité voulait voir ce qu'il y a dans la noisette. Elle l'a su, mais la noisette était brisée. Il n'y a guère de gens qui ne soient honteux de s'être aimés quand ils ne s'aiment plus, dit la Rochefoucauld. Parce qu'ils ont honte de l'erreur qu'ils ont faite dans le choix de l'objet, erreur que la curiosité leur a fait commettre. Il est impossible d'aimer une seconde fois ce qu'on a véritablement cessé d'aimer, dit le même. Parce que la curiosité étant satisfaite est épuisée et ne peut recommencer le même travail relativement à la même personne. La grâce de la nouveauté est à l'amour ce que la fleur est sur les fruits. Elle y donne un lustre qui s'efface à jamais et qui ne revient plus, dit le même. Parce que dans la nouveauté, la curiosité est intense et que plus tard, elle est languissante. Le phénomène de la cristallisation, par Stendhal, et de la décristallisation est cela même que nous venons de dire. La cristallisation est le travail de l'imagination autour du désir. Voltaire la connaissait déjà très bien quand il disait « L'amour est l'étoffe de la nature que l'imagination a brodée ». Et Goethe aussi quand il écrivait « Ces chiffons de pourpre et d'or que la jeunesse suspend à la nudité de la vie ». Or, quel est précisément le travail de la cristallisation ? Il est une suite de réponses à la curiosité interrogatrice. La curiosité se porte sur une femme qui est pour vous l'inconnu, qui est pour vous le mystère. En attendant de pouvoir la connaître, elle écoute ce que l'imagination lui en dit. Elle doit être aimable, elle doit être spirituelle, elle doit être rêveuse. D'après tel signe, elle doit aimer telle chose. D'après tel signe, elle doit être merveilleuse dans telle circonstance. D'après tel signe, elle doit être d'une charmante faiblesse dans tel cas. Quel plaisir alors si... Et c'est probable car... Éperonné par la curiosité, l'imagination lui fait d'avance toutes les réponses que la curiosité attend et espère de l'expérience, et une image se forme, éblouissante, à laquelle la curiosité demande toujours que s'ajoute quelque chose, et à laquelle l'imagination sollicitée ajoute toujours des traits nouveaux. Quand l'expérience arrive, il y a décristallisation inévitable. Inévitable d'abord parce qu'il serait bien étonnant que l'imagination eût rencontré juste,
Inévitable ensuite parce que le cristalliseur n'a pu en somme former l'image éblouissante qu'à la sienne. C'est l'inconnu qu'il cherche et qu'il aime. Oui. C'est le différent qui le sollicite. Oui, sans doute. Mais cet inconnu, il ne peut, à très peu près, l'imaginer qu'avec des données qu'il tire de lui-même, et ce différent, il ne peut le rêver qu'en le constituant d'éléments très analogues à ce qu'il a en lui. Il aime l'inconnu et il le fabrique inconsciemment avec du connu. Il aime le différent et il le fabrique inconsciemment avec du semblable. Beaucoup de lui idéalisé, quelque peu de ce qu'il a vu dans les romanciers et les poètes, voilà avec quoi le faible demi-urge pétrit la Pandore de ses rêves. Quand de notre village, enfant, nous rêvons de Paris, nous le construisons avec ce que nous en avons entendu dire et avec la silhouette agrandie de notre village. Quand l'expérience arrive, le cristalliseur est donc déçu, précisément parce qu'aimant un étranger pareil à lui, c'est l'étranger seulement qu'il rencontre, ce qui émeut à nouveau sa curiosité, il est vrai, mais ce qui détruit tout ce qu'elle avait construit et la dépayse. L'amour-curiosité, et c'est-à-dire l'amour le plus ordinaire, est donc bien exposé à la déception. Il l'est aussi à l'infidélité, puisque la curiosité satisfaite, épuisée et déçue, reste entière, stimulée même par ses déceptions et recommence son travail sur d'autres objets. L'infidélité est la revanche de la curiosité déçue, satisfaite ou épuisée, et par conséquent se retrouvant tout entière avec ses besoins tout entiers. L'infidélité devrait être pardonnée, car elle part de la même source que l'amour qu'on a eu pour vous. Elle part de la curiosité pour un inconnu qui attire et qui détache de l'ancien inconnu devenu trop familier. D'où il suit que l'infidélité est une fidélité à l'idéal que vous avez été et qu'il n'a pas dépendu de vous de continuer d'être. Vous devriez dire « Cet homme qu'elle aime, c'est moi-même, tel que j'étais lorsque j'avais le bonheur de lui être inconnu, et il sera ce que je suis lorsqu'il sera aussi connu que j'ai le malheur de l'être. » Il est possible que cela console. Une autre chose devrait consoler aussi, c'est qu'il y a une fidélité plus infidèle que l'infidélité elle-même, ou tout autant, ou un peu moins, mais sans que la différence soit sensible. C'est la fidélité accompagnée d'une infidélité des désirs ou d'une infidélité de la curiosité sentimentale. Votre femme n'accorde rien à cet homme. Elle ne lui laisse pas même voir sa curiosité pour lui. Mais elle n'en a plus pour vous et pour lui, elle l'a tout entière. Le sentiment du devoir la retient auprès de vous, il est vrai. Mais vous aimeriez mieux être celui qu'elle sacrifie que celui à qui elle offre le sacrifice. La Rochefoucauld encore a très bien dit cela. La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle ne vaut guère mieux qu'une infidélité. Voilà tous les mauvais côtés de l'amour-curiosité, c'est-à-dire de l'amour tel qu'il est le plus souvent éprouvé par les hommes et par les femmes. Toutes les objurgations sévères des moralistes, c'est à lui, c'est à celui-ci qu'elles s'adressent. Si l'on vous dit de vous défier de l'amour, essentiellement trompeur et décevant, c'est de l'amour-curiosité que l'on parle, de l'amour qui est un rêve, qui a un réveil maussade et qui recommence à rêver pour se réveiller de la même façon. De l'amour qui idéalise pour se préparer, pour ainsi dire, à tomber de plus haut. De l'amour qui couve en lui et qui prépare par la force même des choses la haine ou tout au moins l'animadversion. De l'amour qui, pour commencer, se trompe sur un objet en le cherchant d'instinct dans ce qui diffère et par conséquent dans ce qui sépare. Est-ce à dire que toute union ressortissant à l'amour-curiosité soit condamnée à être désastreuse ? Point du tout, car c'est une affaire de mesure. Il y a des êtres humains qui poussent jusqu'au dernier terme la curiosité sentimentale et qui choisissent exactement l'être qui leur est le plus contraire. Ce sont, si vous voulez, non pas les fidèles, mais les fanatiques de la religion du génie de l'espèce. Ceux-ci sont peut-être prédestinés à être les bienfaiteurs de la race, mais en attendant, ils sont prédestinés au désastre individuel. Mais ils sont rares. D'abord, pour trouver absolument son contraire, il faudrait voyager. Dans la même nation, dans la même province, dans la même ville, il y a tant de communautés de manières d'être.
qu'entre les deux individus les plus différents, il y a peut-être encore plus de ressemblance que de différence. Voilà déjà une grande garantie contre les désastres trop épouvantables. Ensuite, différence engendre haine, mais seulement à un certain degré de différence, et ressemblance engendre ennui, c'est-à-dire au moins malaise à un certain degré de ressemblance, de sorte que le bonheur, ou tout au moins le bien-être, est entre la dissemblance complète et la parfaite ressemblance, et seulement plus près de celle-ci que de celle-là, mais point dans celle-ci. Un peu de discorde est nécessaire dans l'union. J'ai cité ce mot d'un ami à son ami. Mais contredis-moi donc quelquefois pour que nous soyons deux. Une dame raisonnable, mais enfin de celles qui ne comprennent guère le ménage sans quelques scènes ragaillardissantes, me disait « Mon fils et ma bru ne sont pas des êtres vivants. Il n'y a qu'un mot dans ce ménage, c'est « comme tu voudras ». Ce que l'un veut, l'autre le veut tout de suite. Ils doivent s'ennuyer comme des morts. Une autre dont le mari est un peu vif, le dit mari étant absent pour quelques semaines, me disait « Vous connaissez son caractère. Il s'ensuit que depuis qu'il n'est plus ici à la maison, la maison est muette et morne. On se croirait dans un tombeau. Ah oui, pensais-je. Quand vous n'êtes pas battu, il vous manque quelque chose. Et c'était la vérité même. Une différence assez sensible, mais non pas trop de différence, est donc nécessaire en amour, et si la nature se trompe relativement au bonheur des individus, en les poussant à rechercher leur contraire, elle ne se trompe pas complètement. Ajoutez que la curiosité jouit des différences sans que la sensibilité en souffre, tant que la curiosité n'a pas épuisé son objet. Or, dans les natures riches, les différences sont inépuisables, ou, à peu près, sans être violentes, en d'autres termes, les nuances sont multiples, qui sont un objet intéressant de curiosité sans être des causes de froissement douloureux. J'ai noté ceci sur deux époux. Ils sont complexes, ce qui fait qu'ils sont heureux. Depuis 10 ans qu'ils sont ensemble, ils continuent de se découvrir. Ils ont encore de l'inconnu l'un pour l'autre. C'est à eux que pensait La Fontaine, évidemment, quand il disait « Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. » Ce qui paraît absurde au premier regard, ce qui est très vrai, d'une vérité, il faut l'avouer, assez rare. La Fontaine, en somme, veut dire « Soyez assez complexe pour vous révéler indéfiniment ». Le conseil en est bon. Mais il ne s'applique pas à tout le monde. Encore est-il qu'il s'applique à quelques-uns.